Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Si jeudi aidant. Nous allons aborder ce mois-ci la question de l'aménagement et de la sécurité au domicile. Alors vous vous en souvenez peut-être, le mois dernier, nous avons abordé ensemble la question des acteurs du soutien à domicile. Cette émission est à retrouver sur notre web TV Canal Delta 7 si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder la question de l'aménagement du domicile. Sachez qu'il est possible d'aménager son domicile et d'y ajouter des aides techniques pour compenser la perte d'autonomie de son proche. Alors pour nous guider dans ces différents dispositifs, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Margot Delalande, qui est ergothérapeute, qui travaille au service de soins infirmiers à domicile et à l'équipe spécialisée Alzheimer de l'ADMR. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Peut-être un petit rappel rapide sur ce que c'est que l'ADMR pour ceux qui nous écoutent. Oui, donc l'ADMR c'est un réseau associatif qui a été fondé en 1945, qui intervient sur le territoire national et qui intervient de la naissance à la fin de vie, donc dans 4 domaines qui sont l'enfance et la parentalité, les personnes en situation de handicap, les soins et services aux seniors et l'entretien de la maison. Alors vous, en tant qu'ergothérapeute, c'est un peu votre spécialité finalement de parler de l'aménagement et de la sécurité de domicile. Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement le rôle d'un ergothérapeute, même si ça avait déjà été vu lors de la dernière émission, mais pour rappel, du coup, un ergothérapeute? Pour rappel, l'ergothérapeute, c'est un professionnel qui intervient auprès de la personne et qui va l'aider à conserver et maintenir son autonomie, son indépendance dans les activités de la vie quotidienne. Donc il intervient vraiment sur les habitudes de vie et sur tout ce qui va être difficulté, mais aussi capacité et compétences de la personne pour les favoriser, les solliciter. Et donc là, en particulier, dans le service où je travaille, j'interviens beaucoup sur le domicile et la sécurisation, donc en grosse partie sur l'aménagement et la sécurisation pour prévenir le risque de chute, par exemple. Et du coup, c'est très très bonne transition vers cette question du risque de chute, qui est une vraie question récurrente. Qu'est-ce qu'il est possible quels sont les points de vigilance à avoir par rapport à ces risques des chutes? Alors on pense toujours qu'il faut faire des aménagements très complexes et très poussés pour aménager son quotidien, mais on peut mettre en place des aides techniques, donc c'est tout outil qui existe déjà spécifiquement pour la compensation d'une difficulté, ou alors c'est un objet du quotidien qu'on va détourner pour compenser du coup la difficulté et faire en sorte qu'on arrive à nouveau à faire les choses comme avant. Donc il y a des petites choses toutes simples à mettre en place. Dans les vigilances à avoir pour le risque de chute, on va penser à la luminosité, parce qu'effectivement plus il y a de lumière et plus on voit les obstacles qui vont être sur le chemin. Donc pour ça va être de mettre en place un éclairage suffisant évidemment, avec des points d'interrupteurs à des endroits stratégiques et aussi des chemins lumineux qui vont pouvoir s'allumer de manière automatique ou non à chaque fois que la personne va se déplacer. Donc l'idée c'est effectivement quand on rentre dans une pièce, avoir l'interrupteur tout de suite à portée de main pour ne pas avoir à traverser la pièce et se casser la figure sur le mobilier. Et surtout lors des déplacements nocturnes, parce qu'on a beaucoup de personnes qui se déplacent la nuit, qui veulent économiser la lumière, donc du coup qui ne l'allument pas, et donc c'est là que les chutes interviennent quand même le plus souvent. Il faut être vigilant aussi au tapis, je crois. Au tapis, à tout objet qui pourrait encombrer le passage. Donc une des choses à faire aussi, c'est de désencombrer la pièce, parce que ça peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, ça permet d'avoir des appuis un peu réguliers pour se tenir. L'inconvénient, c'est du coup qu'on a des obstacles à franchir qui peuvent engendrer des chutes. Donc le mieux, c'est de désencombrer, d'enlever, si possible, je sais que c'est souvent difficile, mais d'enlever ou de fixer les tapis avec du matériel spécifique. Et du coup, pour avoir des appuis, d'utiliser une aide technique adaptée. Et puis il faut aussi être attentif à ses chaussures. Oui, les chaussures, on a beaucoup de personnes qui aiment mettre des mules, des choses qui ne tiennent pas du tout aux pieds, mais avoir un chausson qui est fermé, qui maintient bien le talon, qui a une semelle assez rigide, ça favorise la marche d'une part, et ça évite le risque de chute puisqu'on ne perd pas ses chaussons en marchant. Et en cas de chute, est-ce que vous avez des petits trucs et astuces à partager?
Alors, il y a un site qui propose des procédures de relevé de chute dont on pourra donner le lien en fin d'émission. Sinon, il y a des choses toutes simples à faire, hein. En général, la personne qui est au sol, si évidemment elle n'a pas de fracture, de douleur anormale, dans ce cas-là, on va préférer appeler les pompiers. Sinon, on peut l'accompagner à se mettre à quatre pattes, à marcher jusqu'à un meuble pour s'appuyer et se remettre debout. Et puis il existe aussi des dispositifs pour prévenir en cas de chute. Quand on vit seul chez soi et qu'on n'arrive pas à se relever, il existe de la téléassistance ou téléalarme. Oui, donc la téléalarme, la téléassistance, c'est un système qui va être connecté à un opérateur téléphonique. Ça peut se porter sous forme de médaillon, de bracelet. Ça peut également être détecté automatiquement en cas de chute, ou en tout cas en cas de mouvement brutal. Qui va détecter donc une chute, parce qu'en général c'est le mouvement qu'on fait, un mouvement rapide puis une absence de mouvement. Et donc dès qu'il va y avoir un signal anormal ou que la personne va appuyer sur le médaillon pour connecter du coup à cette plateforme, la plateforme va rappeler la personne pour voir quelle est la difficulté, le problème. En fonction de l'urgence, si c'est quelque chose qui est grave, forcément elle va appeler les pompiers. Et si c'est un petit peu moins grave et que la personne peut être secourue à l'aide des voisins ou de l'entourage proche qui a été référencé dans le répertoire, c'est eux qui vont être directement contactés. Donc ça, c'était voilà, les grands principes pour l'accessibilité du logement. Maintenant, on va vous partager plein de petits trucs et astuces pour chacune des pièces du domicile. Et voilà, comme le disait tout à l'heure Margot, il n'est pas nécessaire de faire d'immenses travaux pour permettre de mieux vivre chez soi. Et même quand on a des troubles cognitifs, il peut y avoir des petits trucs et astuces qu'on va vous partager pour aider votre proche à se repérer. Alors peut-être la première, et puis après on va attaquer pièce par pièce. Il est possible de mettre des affichettes sur les portes pour afficher ce qu'il y a derrière. Oui, parce que pour certaines personnes, ça peut être difficile quand la porte est rabattue ou voilà, de se repérer dans le logement, d'identifier en tout cas la fonction de la pièce. Donc mettre une affiche avec un symbole assez simple qui permet de savoir ce qu'il y a derrière, ou enlever les portes aussi, ça permet d'avoir un meilleur visuel et donc aux personnes de s'orienter plus facilement dans le domicile. Notamment si votre proche a des difficultés pour se repérer, pour aller aux toilettes, voilà, mettre un petit symbole représentant les toilettes peut faciliter finalement ce repérage-là et peut être très utile au quotidien et ainsi de suite pour chacune des pièces. Alors peut-être qu'on va commencer par le salon, pourquoi pas, allons-y. Oui. Quels sont les petits trucs et astuces qu'on peut mettre en place dans le salon ? Alors dans le salon, on pense tout de suite aux tapis, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le mieux c'est de les enlever ou de les fixer pour éviter les chutes. C'est une pièce aussi qu'on fréquente assez souvent dans la journée, donc c'est en général là qu'on va mettre tout ce qui concerne le repérage temporo-spatial, donc les calendriers, les agendas, les horloges digitales qui permettent du coup d'avoir un rappel du jour, de la date complète assez facilement. Pourquoi plus une horloge digitale qu'une horloge à aiguille ? Parce que ça devient plus difficile pour les personnes de lire l'heure sur une horloge à aiguille. Et du coup, digitalement, on a l'information tout de suite. Il n'y a pas besoin de réfléchir, d'associer en tout cas à l'apprentissage qu'on a fait de la montre. Donc ça, c'est un bon truc et astuce à retenir, que l'horloge digitale peut bien aider votre proche à se repérer dans le temps, à la différence des aiguilles qui sont des choses qui sont perdues plus facilement, plus rapidement dans la maladie. Une aidante nous avait partagé une astuce à l'époque. Son proche était très inquiet quand elle partait. Et donc elle avait acheté un sablier géant sur un site de vente en ligne qui durait 2 heures. Et donc elle avait dit à son mari que tant que le sablier n'avait pas terminé de couler, elle ne serait pas de retour et qu'elle serait de retour avant la fin du sablier. Ce qui avait permis à son proche d'être considérablement rassuré parce que là, il avait perdu le repérage dans le temps. Mais il avait retenu que tant que le sablier n'était pas vidé, c'était normal que son épouse ne soit pas de retour et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Donc ça, c'est un petit truc et astuce intéressant à connaître. Il peut y avoir des difficultés aussi pour se relever de fauteuil. Je crois qu'il existe aussi des choses. Oui, quand les assises des fauteuils, des canapés sont trop basses, ça peut être vraiment difficile pour les personnes de se mettre debout. Donc il existe des fauteuils qu'on appelle les fauteuils releveurs. Qui vont avoir une fonction. Alors le mieux c'est d'avoir un fauteuil releveur à 2 moteurs puisque le dossier et l'assise vont être dissociés au niveau de la télécommande.
Donc ça permet de commander l'un et l'autre indépendamment. Et donc ça va accompagner la personne en tout cas à se relever plus facilement. Après, pour des personnes qui seraient plus dépendantes ou en tout cas plus en difficulté pour les déplacements, on peut mettre des fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants confort. Donc là, c'est vraiment un fauteuil qui permet de se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le fauteuil qu'on voit habituellement. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses aussi pour aider au déplacement? On parlait des fauteuils roulants, j'imagine qu'il y a aussi... Des aides à la marche classiques, donc ça va des cannes simples au déambulateur, au rollator à 2-4 roues, les cadres de marche. Donc ça, en général, c'est donc les ergothérapeutes ou les kinésithérapeutes qui peuvent aider à conseiller la personne en fonction de ses capacités et à faire le réglage et à l'apprentissage, en tout cas, à la personne. Donc rollateur, je ne connaissais pas. Le rollator, oui, le rollator, en tout cas, donc moi j'utilise le terme de cadre de marche pour le cadre à 4 points fixes. Le déambulateur, c'est celui à 2 roues devant et 2 patins derrière. D'accord. Et donc le rollator qui a 3 ou 4 roues, mais le 3 roues, je le conseille moins puisque je le trouve moins stable. D'accord. 4 roues est beaucoup plus stable. Pour des personnes qui commencent à avoir des difficultés visuelles. Alors, pour les difficultés visuelles, on peut mettre en place des systèmes de loupes. Donc, il peut y avoir des loupes à manches, des loupes sous forme de plateau qu'on peut poser avec plus ou moins d'agrandissement. Et également des systèmes avec des écrans et des systèmes lumineux pour augmenter un petit peu la visibilité. Donc, voilà, il y a plusieurs outils d'agrandissement d'image et donc il ne faut pas hésiter à trouver et en tout cas essayer pour trouver celui le plus adapté. Et pour les personnes qui commencent à avoir des difficultés auditives? Donc pour ça, on a des casques audio qui vont se brancher, en tout cas charger la journée, un peu comme les casques habituels, hein, et donc qui vont amplifier le son pour la personne, qui fonctionnent sur tous les supports, enfin qui s'adaptent sur toutes les télés. Voilà, bah merci pour ce panorama concernant le salon. Dans la cuisine aussi, il est possible de mettre en place des petites astuces. Alors la principale chose à faire, et c'est une obligation, c'est de mettre en place un détecteur de fumée. Ça c'est légal. Voilà. Mais il y a aussi des astuces et des adaptations qui peuvent être faites. Il y a du mobilier qui existe pour les personnes, par exemple les personnes qui seraient en fauteuil roulant qui ne peuvent pas atteindre les choses tout en haut. Donc il y a du mobilier qui s'adapte, qui peut s'adapter à la hauteur de la personne. Ou sinon tout simplement c'est de mettre à hauteur, en tout cas accessible, les outils, les choses qu'on utilise le plus souvent la journée, et ce qu'on utilise un petit peu moins, on va le ranger un peu plus haut, un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment en termes d'accessibilité aux éléments qu'on utilise dans le quotidien. Et sinon, pour tout ce qui est faciliter les outils, on peut avoir des ouvre-bouteilles qui vont être électriques, qui vont permettre d'ouvrir les bouchons qui peuvent être un petit peu serrés parfois. La confiture et compagnie. Voilà. Ça peut être des manches qui vont être épaissies pour favoriser l'appréhension, qui vont être allégées ou lestées pour compenser aussi des personnes qui auraient des tremblements, par exemple. Il y a plein de petits outils. Alors la question du gaz, parfois, inquiète beaucoup les familles. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil par rapport à ça? Alors, quand ça devient une problématique, le mieux, c'est quand même de couper le gaz, de ne plus y avoir accès du tout. Le plus facile à mettre en place, du coup, c'est les plaques à induction. Il en existe des portatifs, des mobiles, on a juste à brancher. Donc, en général, c'est quand même le plus simple à aménager. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le micro-ondes n'est pas forcément un super ami. Non, parce qu'on a des personnes qui mettent parfois des matériaux incompatibles à l'intérieur. Donc, ça peut aussi causer des problèmes. Et du coup, l'utilisation n'est pas toujours facile non plus pour les personnes. Il y a un apprentissage ou en tout cas une adaptation qui peut être faite pour continuer à l'utiliser, mais ça devient aussi parfois difficile avec le temps. Alors concernant le réfrigérateur, je pense à une personne, à une aidante qui nous avait parlé de son mari qui avait du mal à maîtriser son appétit. Et donc elle avait trouvé comme astuce d'installer un deuxième frigidaire dans un autre endroit de son appartement, pour que derrière, voilà, que ça puisse limiter plus naturellement son appétit. Mais est-ce qu'il existe d'autres possibilités? Alors du coup, moi, je connais un aidant qui a mis un cadenas, donc c'était un peu plus radical, mais du coup, qui s'occupait de donner à des moments réguliers des portions de repas.
Ce qui peut également être mis en place, c'est une sorte de finger food, c'est de laisser à disposition de la personne au domicile des petites choses faciles à manger avec les mains en fait, et puis de mettre à disposition seulement quelques petits aliments dans le frigo pour que ça ne devienne pas excessif. Et puis petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, si votre proche commence à avoir des difficultés pour préparer ses repas, sachez qu'il existe la possibilité de faire appel à un service de port de repas, de façon à ce que votre proche reçoive des repas pour le petit déjeuner, pour le déjeuner ou le dîner ou la journée complète, et ce qui vous évite ou ce qui lui évitera de devoir faire la cuisine, et sachant que le port de repas s'adapte aussi au régime particulier que pourrait avoir la personne. Alors concernant la salle de bain, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Oui, donc dans la salle de bain, on a soit le cas de la baignoire, soit le cas de la douche. Donc la baignoire, souvent, elle devient de plus en plus difficile à être enjambée. Donc on va mettre en place une planche de bain qui va permettre à la personne de s'asseoir puis de passer les jambes plutôt que d'avoir enjambé et du coup d'augmenter le risque de chute. On peut également mettre des tapis à la sortie de bain, également un tapis antidérapant à l'intérieur pour éviter du coup, une fois que la baignoire est mouillée, d'augmenter le risque de chute. Donc ça c'est pour la partie baignoire. Quand les personnes ont des douches, c'est pas forcément des douches à l'italienne, donc il y a aussi des marches qui peuvent être assez hautes à franchir. Donc dans ce cas, on peut mettre en place par exemple un marchepied pour diminuer la hauteur à franchir. Et évidemment, mettre des barres d'appui pour avoir des appuis réguliers et stables pour se tenir, que ce soit en position assise ou debout, parce que du coup, même dans la douche, on peut mettre des assises, que ce soit fixées au mur, des strapontins, ou des tabourets ou des chaises de douche. Et donc, il faut être vigilant en tout cas avec les barres d'appui, puisqu'il en existe plusieurs modèles qui peuvent avoir différentes longueurs, différents revêtements. Et donc, il y en a des fixes qui se fixent directement sur le mur. Donc, attention à si c'est un mur porteur ou non. Si c'est un mur non porteur, il y a une grande chance que ça ne soit pas assez stable. Et donc, quand c'est malheureusement un mur non porteur, les gens ont tendance à mettre des barres d'appui à ventouse qui ne sont pas du tout stables et qui sont beaucoup plus dangereuses que de n'avoir rien du tout. Donc il faut être vraiment vigilant à ce qu'on met en place. Alors la question du miroir est une question qui est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui vont trouver rassurant de se voir ou d'avoir l'impression de voir quelqu'un d'autre, en tout cas dans le miroir. Ça va être rassurant et pour d'autres ça va être très angoissant, donc le mieux c'est peut-être de les recouvrir, mais encore une fois c'est adapté à chacun en fonction. Donc n'hésitez pas à regarder entre guillemets comment votre proche réagit face à un miroir, puisqu'effectivement on a déjà vu ces deux cas de figure, des personnes qui aimaient discuter avec elles-mêmes dans le miroir et d'autres qui avaient besoin qu'on cache les miroirs avec un simple rideau par exemple, mais pour ne pas se sentir épié. Donc sachez-le, ça peut être source de confusion ou d'agitation, donc n'hésitez pas à y penser. Autre petit truc et astuce qu'une aidante nous avait partagé pour éviter les confusions, c'est ne sortir que ce qui est nécessaire. Donc par exemple, si la personne doit se laver les dents, on ne sort que la brosse à dents et le dentifrice pour éviter d'avoir en même temps la mousse à raser et puis une crème pour le jour qui pourrait être source de confusion. Là, on ne sort que ce qui est utile de façon à ce que la personne puisse n'utiliser que ce dont elle a besoin. Passons maintenant au WC, aux toilettes. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place au niveau des toilettes ? Alors quand ça devient difficile de faire le trajet, en tout cas si les WC sont trop loin, que ce soit des pièces de vie, le salon ou la chambre par exemple, surtout pour éviter des déplacements nocturnes un peu trop loin et du coup d'avoir des déplacements longs et à risque de chute, on peut mettre en place une chaise percée à proximité du lit, très souvent. Ça on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est remboursé par la sécurité sociale. Sinon, des adaptations simples qu'on peut faire dans les WC, ça va être de jouer sur la hauteur, parce que comme on en parlait tout à l'heure, plus l'assise est basse, plus c'est difficile de se relever. Donc en mettant un rehausseur de WC, le transfert assis debout va être plus facile. Le mieux c'est d'avoir un rehausseur qui se fixe à la place de l'abattant, parce que ceux qu'on pose directement sur les WC sont peu stables et en tout cas risquent de bouger avec le temps. On peut également du coup avoir des rehausseurs avec accoudoir, mais quand c'est pas le cas, on peut mettre des barres d'appui, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Avec toujours la vigilance par rapport au mur non porteur. Tout à fait.
Et quand son proche a des problèmes d'incontinence, est-ce qu'il est possible d'avoir des petits trucs et Alors, astuces? il y a des protections qui sont adaptées, qui correspondent du coup aux besoins, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, qui sont, on va dire, progressifs, que ce soit juste simplement des serviettes ou ensuite comme des slips ou alors des protections qui vont être complètes, qui peuvent être pour la journée ou pour la nuit. Et donc ça fait partie des choses également qui peuvent être financées par l'APA, par exemple. Et puis, il y avait un petit conseil aussi qui pouvait être donné, c'est d'enlever la lunette des toilettes, de façon... Parce que certaines personnes se souviennent que la pièce et que les toilettes devant soi voilà, sont là pour aller aux toilettes, mais oublient de relever le couvercle. Et donc l'idée dans ce cas-là, c'est d'enlever la lunette, de façon à plus avoir de ces difficultés. Et pour les hommes aussi, du coup, il y a des outils, des aides techniques spécifiques qui vont être le pistolet, on appelle un pistolet, donc à utiliser très souvent la nuit, ou alors l'étui peignien. Donc pas mal de choses. On parlait de la nuit justement, donc c'est une bonne transition pour aborder la question de la chambre. Oui, donc beaucoup d'adaptations qu'on peut faire dans la chambre. En général, c'est pas la pièce qu'on pense forcément le plus à aménager. Mais encore une fois, cette question de hauteur peut être difficile pour les transferts. Donc quand on a un lit classique, on peut juste penser à surélever les pieds avec des rehausseurs pour la hauteur. Ça peut être également mettre en place un lit médicalisé quand ça devient trop difficile. Comme ça, la hauteur est réglable. Et il y a également une commande qui peut être électrique pour le dossier, donc électrique ou manuelle pour relever les pieds, avec les barres d'appui, avec une potence pour s'aider à se relever également. Et quand on a un lit tout simple, on peut mettre par exemple une barre de redressement au lit qui va se fixer entre le sommier et le matelas et qui va faire office d'appui beaucoup plus stable, en tout cas pour s'aider à se relever. Concernant le matelas, j'ai déjà entendu parler de matelas Alzheimer. De quoi s'agit-il? C'est des lits qui descendent très très bas pour justement diminuer la hauteur entre le lit et le sol, au cas où, parce que c'est des personnes qui ont tendance à beaucoup déambuler ou en tout cas à se déplacer. Donc pour diminuer la hauteur en cas de chute ou en tout cas si la personne essaie de se lever. Donc en général, il y a aussi des personnes qui mettent un matelas au sol pour aussi permettre d'accompagner la personne si elle passe par-dessus, même s'il y a des barrières, si le lit est bas, si elle a tendance à passer par-dessus ou en tout cas essayer de se déplacer pour pas qu'elle se fasse mal, qu'elle soit sur un matelas au sol et donc elle puisse finir aussi sa nuit au sol sur le matelas. Et donc ce sont des matelas qui sont à côté du lit, qui sont rajoutés sur le côté. On avait parlé aussi des chemins lumineux avec les lumières dont vous parliez là, qui s'éclairent au passage de la personne ou en cas de mouvement. Il peut y avoir des petites veilleuses aussi. Oui, ça peut avoir vocation du coup à éclairer un peu la pièce pour faciliter les déplacements, mais c'est aussi parfois pour rassurer les personnes qui peuvent être un peu angoissées. L'habillage est souvent peut-être aussi une difficulté. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Alors le mieux c'est d'avoir des vêtements à sa taille, ou en tout cas des vêtements qui soient extensibles et faciles à mettre et à enlever. Donc après il y a des magasins je pense qui sont spécialisés dans certains vêtements, en tout cas des vêtements du commerce qui soient extensibles et confortables, c'est le principal. Oui, je sais qu'il y a des vêtements aussi qui ont fait effectivement peut-être pas des magasins, mais en tout cas des marques qui se sont positionnées sur des vêtements pour des personnes qui sont alitées, de façon à maintenir aussi leur dignité et continuer, leur permettre de pouvoir continuer de s'habiller et de se changer. Et donc avec des chemises qui s'accrochent sur le côté, ou des pantalons, ou des jupes, de façon à pouvoir rester habillé même si on est alité. Donc ça peut être intéressant de se renseigner. On n'avait pas parlé de l'entrée, mais il y a aussi des choses qui peuvent être pensées. Alors quand on pense à l'entrée, donc il y a déjà accéder de l'extérieur ou justement de l'intérieur. Donc pour les personnes qui auraient des difficultés à gérer les clés, en tout cas on peut mettre en place un cléfier, donc une boîte à clés qui va être fixée à l'extérieur du domicile juste à côté de la porte, qui peut être à code ou à clé, très souvent c'est à code, et donc il peut être mis dans le cadre auprès d'un bailleur social, donc il faudra se rapprocher de lui, sinon si c'est dans le secteur privé il faut avoir l'accord de la copropriété. Et donc ça permet d'avoir facilement à disposition les clés sans avoir à les emmener partout. On peut également penser par exemple à un porte-clés qu'on fixerait à la ceinture avec les clés, un fil élastique qui permet d'avoir toujours les clés proches de soi mais donc de les avoir facilement et pas de les perdre.
Pour les déplacements extérieurs, on peut aussi... on conseille souvent aux personnes de faire des photocopies des documents officiels pour ne pas se balader avec les cartes d'identité, les passeports, etc. Pour plus de sécurité. On peut également leur proposer d'utiliser des papiers avec les coordonnées pour retrouver aussi plus facilement le domicile si les personnes ont tendance à s'égarer à l'extérieur. Et puis pour l'intérieur de la porte d'entrée, donc ça peut être l'adaptation de l'interphone s'il devient difficile à utiliser, donc avec des systèmes de gommettes ou de cache pour uniquement les boutons les plus pertinents. Pour les personnes qui auraient tendance à fuguer aussi, c'est peut-être de mettre un rideau devant la porte pour éviter d'avoir cette tentation de sortir. Voilà, donc plein de petites astuces qui peuvent être pensées. Et du coup, je reviens sur la boîte à clés, quelque chose qui est très intéressant quand on a besoin d'introduire des aides à la personne chez soi. On a parlé le mois dernier, tout ce qui est auxiliaire de vie, service de soins infirmiers à domicile, etc. Parfois, on n'a pas suffisamment de clés ou ça peut être compliqué que tous ces professionnels aient une clé pour eux. Et donc, le système de la boîte à clés permet d'avoir toujours une clé disponible pour le professionnel qui doit intervenir. Alors, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de dispositifs. C'est pas toujours évident en tant qu'aidant de pouvoir proposer tous ces dispositifs-là à son proche. Est-ce que vous auriez des conseils à donner sur comment faire accepter ces aménagements ? Alors le mieux, c'est de pouvoir faire des essais, en tout cas d'essayer le plus possible des aides techniques, puisque en essayant, on se rend compte de la facilité ou de l'utilité que ça peut avoir. Et puis on peut adapter aussi pour trouver les techniques la plus adaptée à soi. Donc en général, c'est ce qui favorise l'acceptation, parce qu'on se rend compte que ça a vraiment une utilité. Et des fois, il faut un petit temps d'adaptation. Les personnes ne sont pas prêtes, en tout cas, à utiliser ça tout de suite. Donc, il va falloir laisser le temps et pas faire du forcing. Parce que malheureusement, si la personne n'accepte pas les techniques, on aura beau la mettre en se disant que ça va améliorer les choses, elle ne l'utilisera pas ou pas de la bonne manière. Et donc, ça peut être en fait un inconvénient plus qu'un avantage. Donc, il faut essayer d'accompagner, de faire se rendre compte de l'utilité de la technique, mais il ne faut surtout pas forcer si vraiment ça ne fonctionne pas. Et des fois, il faut juste laisser un petit peu le temps au temps. Oui, il n'y a pas de solution miracle. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont possibles, qui sont aussi propres à chacun. Hein. Votre proche pourra être sensible à telle ou telle petite truc et astuce et pas du tout à un autre. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer auprès de son proche. Et puis, il y a plein de petites choses qui sont accessibles aussi financièrement, des petits objets du quotidien qu'on peut détourner pour permettre de mieux vivre chez soi. Voilà, donc ce sont des stratégies à tester et puis à tenter, sachant que si la maladie de votre proche évolue, pareil, l'acceptation peut évoluer. Si à un moment, votre proche refuse un truc ou astuce, n'hésitez pas à le reproposer par la suite ou à essayer de trouver une autre façon de l'introduire. Peut-être que ça pourra passer. On avait commencé à parler des déplacements extérieurs. On a beaucoup d'aidants qui s'inquiètent que leurs proches puissent se perdre, notamment quand ils vivent à distance. Et il existe de plus en plus de dispositifs dits de géolocalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc les dispositifs de géolocalisation, il peut y en avoir plusieurs types, donc plusieurs organismes qui les proposent. Ça peut être sous forme d'application ou de bracelet ou de montre. C'est un peu moins stigmatisant quand c'est une montre, en tout cas pour la personne à porter, puisque ça donne l'heure en plus d'être géolocalisé. L'avantage, c'est que du coup, on va paramétrer un périmètre autour de la personne pour qu'elle puisse se déplacer librement. Et la personne qui est référente, en tout cas dans le répertoire, va être alertée dès qu'il y a une entrée ou sortie de ce périmètre. Ou si la personne est égarée, elle peut la retrouver directement via le système. Il y a également des montres qui sont connectées un peu comme la téléassistance à un opérateur. Et si la personne est perdue, voilà, elle peut contacter et puis communiquer directement avec quelqu'un via la montre qu'elle porte. Alors la question de la voiture et de la conduite est une question qui revient quand même régulièrement dans les échanges. Voilà, est-ce que vous auriez des conseils par rapport à la voiture ? Alors évidemment, c'est quelque chose qui est assez difficile à arrêter. Les personnes apprécient quand même de pouvoir conduire le plus longtemps possible.
Donc il faut adapter sa conduite quand on voit que ça devient difficile à conduire la nuit ou par temps pluvieux, donc éviter des sorties sur ces moments-là. Et puis peut-être laisser de plus en plus les autres nous accompagner. Et quand vraiment ça devient difficile, ne pas hésiter à demander une évaluation, en tout cas faire un test auprès d'un médecin, qui est un médecin agréé, qui va voir si la capacité à conduire est toujours d'actualité, et donc accompagner la personne dans ces démarches-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est une vraie question. N'hésitez pas à demander conseil aussi à des psychologues, des plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants ou à d'autres structures dédiées aux aidants pour savoir comment aborder tous ces sujets-là, que ce soit l'adaptation, enfin les aménagements du domicile, mais aussi la conduite automobile, pour avoir des conseils sur comment le présenter à son proche, parce qu'on sait que ça peut être des sujets très difficiles. Ça, c'était pour les petits aménagements faciles. Parfois, on peut avoir besoin de plus gros travaux, je dirais, pour aménager son domicile. Qu'est-ce qui peut être envisagé dans ces cas-là? Donc principalement, c'est souvent, en tout cas moi dans le cadre de mon travail, c'est souvent la transformation de la baignoire en douche qui est accompagnée. Donc tout dépend si on est encore une fois chez un bailleur social ou dans le secteur privé. On peut avoir des aides financières pour ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est de plus en plus mis en valeur, puisque du coup ça permet aux personnes de rester en sécurité ou au domicile, et en tout cas de rester plus longtemps au domicile. Donc c'est vraiment conseillé, une fois que les aides techniques ne suffisent plus, d'envisager des travaux à plus long terme. Donc pour les personnes du secteur privé, encore une fois, ça dépend si la personne est propriétaire, locataire, et puis si elle vit dans un appartement ou dans une maison, mais il y a des aides financières qui sont spécifiques pour ça, essentiellement du coup pour les propriétaires. Ce serait l'ANA, donc l'Agence nationale de l'aménagement de l'habitat. Et puis pour les personnes du secteur social, donc en général quand j'ai des demandes d'aménagement à faire, je demande une prescription au médecin pour appuyer un petit peu la demande avec un argumentaire, des aménagements qui sont préconisés. Et puis en général, voilà, c'est le bailleur qui s'occupe lui-même de mettre en place les travaux d'aménagement. Et puis vous avez un organisme qui s'appelle Solia, qui peut vous aider à la recherche de financement et qui peut vous accompagner dans toutes ces démarches de bilan des aménagements possibles au domicile, mis en lien avec les spécialistes et des entrepreneurs pour les travaux, et puis le suivi des travaux. Donc ça peut être intéressant de l'avoir en tête. On parlait du financement justement. Pour toutes ces aides techniques, vous pouvez essayer de demander des financements. Donc il peut y avoir auprès de l'APA, auprès de la MDPH. Alors certaines aides techniques font partie de la LPPR, qui est la liste des prestations, la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité sociale. Malheureusement, il y a peu de matériels qui sont intégralement ou en partie remboursés par la Sécurité sociale. Donc en partie, pour compenser, on peut demander effectivement une aide à l'APA, qui va prendre avec un devis et pareil sous certaines conditions, qui peut prendre le matériel. On peut également demander une aide au CCAS, aux mutuelles, aux complémentaires santé, etc. Je recherche d'autres financements possibles, mais je crois que c'est essentiellement cela. Caisse de retraite? Les caisses de retraite. Complémentaires, ouais. peut-être, parfois aussi. Ouais. On a vu, il y a beaucoup de choses existantes. Comment savoir, comment obtenir des renseignements près de chez soi? Près de qui se renseigner? Donc il y a des centres locaux d'information pour se renseigner, mais il y a également ce qu'on appelle des CICAT ou des technicothèques. Donc c'est des centres d'information et de conseils sur les aides techniques qui vont disposer de showrooms avec plusieurs aides techniques à essayer, à découvrir. Donc le mieux c'est de se renseigner sur ces centres-là. Donc il y a 21 CICAT en France qui permettent du coup d'avoir des expertises vraiment adaptées à chaque personne et de les adapter. À Paris, on a aussi Escavi qui propose ce même genre d'intervention. Donc pareil, de démonstration des techniques, d'essais qui peuvent aussi se déplacer à domicile pour faire des évaluations en fonction de l'environnement. Et on a également l'espace ID bien chez soi, qui est un appartement témoin
avec chaque pièce de l'appartement et toutes les petites aides techniques et astuces qu'on va pouvoir retrouver et adapter à sa propre situation. Et puis, rappel, les ergothérapeutes, ce sont vraiment les spécialistes pour ce type de conseils. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous en bénéficiez de services de soins infirmiers à domicile pour savoir si au sein de cette équipe, il n'y aurait pas un ergothérapeute qui pourrait aussi venir vous conseiller au quotidien. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité. Merci encore Margot d'être venue aujourd'hui. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci.